Très bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Chers étudiants du certificat en formation continue en gestion et politique de l'eau, monsieur le vice-recteur de l'Université de Genève, chers collègues, chers amis, je m'appelle Christian Breteau, je suis chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de lancement du nouveau certificat de formation continue en gestion et politique de l'eau. Comme le titre de cette conférence l'indique, nous nous concentrerons ce soir sur les aspects politiques de la ressource en eau et nous pencherons sur les questions et les enjeux auxquels la société doit faire face pour la gestion d'une ressource certes renouvelable, mais à l'équilibre fragile. Donc cette soirée s'articulera en plusieurs temps. Tout d'abord, nous aurons le plaisir d'écouter deux interventions introductives. Une introduction de M. Yves Luquiger, vice-recteur de l'Université de Genève, puis une introduction de M. Michel Jarraud, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. Puis dans un deuxième temps, M. Jean-Christophe Victor, directeur scientifique du LEPAC, interviendra pour la conférence publique « L'eau est-elle géopolitique ?» Nous garderons ensuite un moment pour les échanges avec la salle, puis nous avons le plaisir de vous inviter pour un apéritif qui aura lieu juste à l'extérieur de cette salle, qui nous permettra d'échanger à propos de cette soirée. Donc sans tarder, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants de cette soirée, l'ensemble des gens qui nous ont aidés pour l'organisation de cette manifestation. Et j'ai le plaisir d'inviter M. Yves Luquiger, vice-recteur de l'Université de Genève, à me rejoindre sur scène pour donner son introduction. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, et surtout ce soir, chères étudiantes et chers étudiants, c'est pour moi un très grand plaisir au nom de l'Université de Genève de vous accueillir à cette soirée de lancement de ce certificat en études avancées dans le domaine de la gestion et de la politique de l'eau. Le rectorat de l'Université de Genève est particulièrement heureux de pouvoir participer à cette création d'une nouvelle formation qui s'inscrit parfaitement dans l'un des axes stratégiques de développement de notre université, celui qui est consacré aux sciences de l'environnement. L'Institut des sciences de l'environnement, l'ISE, a été créé en 2007 et il s'articule autour des compétences de 5 facultés à l'heure actuelle: la faculté des sciences, la faculté de droit, la faculté des sciences de la société, la faculté d'économie et de management et la faculté de médecine. Et grâce à cette interdisciplinarité essentielle pour aborder les questions aussi essentielles que celles de l'eau, eh bien, l'Institut des sciences de l'environnement peut apporter des réponses originales à ces défis que notre société doit aujourd'hui affronter. Comme l'ont montré de nombreux travaux de la communauté scientifique, les ressources en eau vont vraisemblablement subir de plein fouet les effets du changement climatique. Face à ces modifications, les gestionnaires et responsables politiques ont besoin d'obtenir les données indispensables pour prévenir, agir et garantir une gestion pérenne de cette ressource rare. Dans ce contexte, la science, de manière générale, joue un rôle tout à fait fondamental pour collecter et analyser les données climatiques, tout comme pour étudier et proposer des mesures d'adaptation pertinentes à ce défi. Si les sciences naturelles participent grandement à cette tâche, il faut souligner ici l'importance des sciences humaines et sociales pour l'analyse et la définition des réponses apportées par la société. S'il faut bien sûr comprendre que le système climatique et hydrologique et prévoir son évolution, il est tout aussi indispensable de comprendre quel est le fonctionnement des institutions, quels sont les cadres qui existent pour l'action, ou quels sont les effets des politiques de gestion de l'eau sur la durabilité de la ressource aquatique. Par sa polyvalence, notre université, la dernière université polyvalente de Suisse romande, l'université de Lausanne ne l'étant plus, l'université de Neuchâtel ne l'étant pas non plus, l'université de Genève a cette polyvalence qui fait sa force, je crois, aujourd'hui, pour aborder ce type de questions. L'université de Genève est particulièrement bien placée pour relever ce défi majeur et ce nouveau certificat de formation continue le souligne de manière particulièrement éclatante. Pour répondre aux défis qui attendent nos sociétés en matière de gestion de l'eau, il est indispensable de mieux maîtriser les mécanismes et les politiques de gestion de la ressource en eau. Dans un tel contexte, les professionnels de l'eau constituent très souvent de véritables médiateurs.
des gestionnaires à qui l'on demande de comprendre à la fois les dimensions physiques, techniques, mais également et peut-être de plus en plus les dimensions politiques et institutionnelles. Dès lors, ce nouveau certificat CAS en gestion et politique de l'eau de l'Université de Genève fait sens à plus d'un titre. Tout d'abord, il fait sens parce qu'il comble un véritable déficit de formation sur les aspects de gouvernance de la ressource en eau. Ensuite, ce certificat vise à produire des clés de lecture pour des professionnels qui doivent effectuer des choix dans un contexte souvent particulièrement compliqué, composé d'une multitude d'échelles d'intervention, caractérisées de surcroît par une grande part d'incertitude. Enfin, ce certificat contribue à renforcer le dialogue indispensable entre science et pratique, puisque ce certificat est construit pour créer un véritable échange entre des expériences venant du terrain et les résultats de travaux scientifiques et académiques. Du point de vue de l'Université de Genève, ce certificat se nourrit de nombreux travaux portant sur les questions de gouvernance de l'eau au sein de l'Institut des sciences de l'environnement et de la plateforme pour le droit international de l'eau douce. On peut notamment citer l'important projet AQUA qui est dirigé par le professeur Martin Béniston, directeur par ailleurs de l'Institut des sciences de l'environnement. Le projet Gouverne-Rhône, dirigé par la professeure Géraldine Pfliger, une des chevilles ouvrières de ce certificat. Ou la récente ouverture d'un pôle de recherche et d'éducation en gouvernance de l'eau au sein du Geneva Water Hub, porté par le programme global Initiative Eau de la DDC. Dès lors, ce certificat en gestion et politique de l'eau fait d'une pierre deux coups. Il répond à une lacune en matière de formation, tant au niveau local qu'international, et il contribue, par le dialogue entre praticiens et scientifiques, à l'important débat concernant les modalités de la gestion de l'eau par la société. Et en clôture de ma très brève intervention, j'aimerais ici souligner deux développements que nous aurons le plaisir très prochainement d'annoncer. Tout d'abord, la signature d'une convention avec l'Institut de Delft UNESCO IHE, qui est consacrée à la formation, l'enseignement, à la recherche sur l'eau, d'une convention qui nous unira à ce centre très important dans le domaine de l'eau. Et nous apporterons dans ce cadre-là une pièce au puzzle de cet institut qui manque à l'heure actuelle, qui est véritablement liée à la gouvernance de l'eau. Première nouvelle importante, et j'aimerais ici le souligner, la convention aura dû être signée en fait ce soir. Malheureusement, le recteur de cet institut n'a pas pu se libérer, et il sera signé dans les toutes prochaines semaines. La convention est prête à être signée. Et puis deuxième autre nouvelle, j'ai le plaisir ce soir d'annoncer que nous allons travailler dans les toutes prochaines semaines et mois, à la création au sein de l'Université de Genève d'une nouvelle chaire UNESCO dans le domaine de la gouvernance de l'eau. Tout ceci n'aurait pas été possible sans l'énergie, l'action déployée par deux personnes que j'aimerais ici, au nom du rectorat de l'Université de Genève, tout particulièrement remercier. Tout d'abord la professeure Géraldine Pfliger, qui n'est pas là, je crois, ce soir avec nous, mais aussi évidemment, vous l'avez compris, Christian Breteau, qui a été la cheville ouvrière, celui qui a organisé cet événement de ce soir, et celui qui va aussi travailler, avec le soutien du rectorat évidemment, à l'élaboration de cette chaire UNESCO qui tient très à cœur au rectorat de l'Université de Genève. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, et surtout pour les étudiants qui vont débuter ce certificat d'études avancées en gestion et politique de l'eau, une excellente année de formation, et je me réjouis de vous revoir tout bientôt, j'imagine, pour de nouvelles conférences qui permettront effectivement de célébrer l'importance de cette inauguration de ce soir, de ce certificat qui va appeler encore d'autres actions dans le futur. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci beaucoup. Un grand merci, M. Pfliger, pour cette introduction et cet enthousiasme face à ce nouveau programme. J'invite à présent M. Michel Jarraud à me rejoindre. M. Michel Jarraud est secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale qui était basée à Genève. Depuis le 2012, il préside également ONU Eau, un mécanisme interinstitution qui vise à coordonner et à renforcer les activités de divers organismes des Nations Unies pour toutes les questions relatives à l'eau douce. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Pfliger, le vice-recteur de l'Université de Genève, Monsieur Victor,
Chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, c'est un vrai plaisir pour moi de me retrouver à nouveau ici, et cette fois-ci pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, pour le lancement de ce certificat de formation avancée en gestion et en politique de l'eau. C'est une initiative particulièrement importante et particulièrement opportune parce que, comme on le sait, l'eau est au cœur de pratiquement toutes les activités humaines. Et l'importance de l'eau ne fait que croître. Il n'y a pas de vie sans eau, mais il n'y aura pas de développement sans une gestion appropriée de l'eau. Une gestion appropriée de l'eau passe par un certain nombre de besoins. Nécessité, bien sûr, d'information, et je vais y revenir, mais nécessité de former des professionnels, tous ceux qui interviennent dans les différentes facettes de la gestion des ressources en eau. L'eau est omniprésente, je viens de le dire, et l'eau est omniprésente pour des secteurs essentiels, que ce soit la santé, que ce soit la sécurité alimentaire, que ce soit la production, l'utilisation d'énergie pour les usages domestiques. Mais dans ce contexte, dans le contexte de l'année 2015, l'importance de l'eau va être encore plus importante. Pourquoi ? Parce qu'on va parler l'année prochaine de ce qu'on appelle l'agenda post-2015. Quels sont les éléments essentiels d'un développement durable de cette planète? On va parler en 2015 de la lutte contre le changement climatique. Que doit-on faire pour éviter de laisser aux générations suivantes, à vous-même, à vos enfants, à vos petits-enfants, une planète qui soit devenue invivable. On va parler également en mars 2015 au Japon d'un cadre pour la prévention des catastrophes naturelles. Et vous voyez que dans ces trois domaines, l'eau est présente. L'eau est présente pour les catastrophes, pour le développement durable en général. Le changement climatique, je souhaiterais peut-être développer ça un tout peu plus dans un instant. Les catastrophes, pour commencer. Vous savez peut-être que sur les 50 dernières années, à peu près 80% des catastrophes naturelles sont liées d'une manière ou une autre à des phénomènes hydrométéorologiques. Près de 60% des décès dus à ces catastrophes naturelles sont liés à des catastrophes naturelles d'origine météorologique ou hydrologique. 70% de l'impact économique. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas ignorer. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ces statistiques. Je vous ai dit 80% des catastrophes liées à l'eau, 60% des décès seulement. C'est encore trop. Mais on arrive à sauver des vies. Pourquoi? Parce qu'on est capable, pour tous ces événements extrêmes, de fournir des alertes précoces et que ces alertes précoces sont intégrées dans les systèmes de gestion, de prévention des risques. Et là aussi, ce certificat va jouer un rôle. Pourquoi? Parce que ce certificat va permettre de mieux gérer tous les aspects et ça aura un impact, bien entendu, également sur la prévention des dégâts et la sauvegarde des vies humaines. Le climat. Le climat, c'est un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. Au cours des 12 mois passés, le GIEC, qui est parfois plus connu sous l'acronyme IPCC en anglais, ce groupement intergouvernemental d'études du changement climatique, a remis son 5e rapport d'évaluation. Tous les 6 ans, il y a un nouveau rapport. Ce 5e rapport d'évaluation, les conclusions sont absolument incontournables. Le changement climatique ne fait plus aucun doute. Deuxièmement, ce changement climatique est attribuable avec une probabilité de plus de 95% aux activités humaines. Nous ne pouvons plus ignorer les responsabilités de l'homme dans le changement climatique. Et souvent, on imagine le changement climatique en termes de température. On parle et c'est important, de limiter l'augmentation globale de température à moins de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Mais en fait, l'impact le plus important du changement climatique sera sur le cycle hydrologique, sur l'eau, sur les ressources en eau, sur la fréquence des événements tels que les inondations, tels que les sécheresses. Des zones qui sont déjà affectées par un stress hydrique important vont l'être encore plus. Je pense par exemple au bassin méditerranéen, aux régions subtropicales. D'autres régions qui souffrent d'un excès en eau seront affectées par des pluies plus intenses, traduisant des risques d'inondation plus marqués.
Parfois, ce seront les mêmes régions. Ces régions affectées par les sécheresses, du fait de les sols deviennent beaucoup plus durs après une sécheresse prolongée, les pluies se transforment beaucoup plus facilement en inondations. Donc même les régions sahéliennes seront sujettes à des inondations qui peuvent se révéler catastrophiques. La majorité de la population mondiale, au milieu de ce siècle, vivra dans des zones où le stress hydrique est omniprésent. Donc on vit dans un contexte où il y a plusieurs éléments. La population mondiale continue de croître. Nous sommes actuellement 7 milliards, nous serons peut-être 9 milliards vers le milieu de ce siècle. Population accrue veut dire besoin en eau accru. Et par ailleurs, le besoin par habitant augmente aussi. Donc la pression sur les ressources en eau va s'accentuer. En même temps, ces ressources en eau restent, en première approximation, globalement, plus ou moins les mêmes, même si localement, il peut y en avoir plus à certains endroits, moins à d'autres. Mais globalement, ça reste les mêmes. Donc la pression, globalement, va s'accroître. Mais en fait, les ressources en eau ont même tendance à diminuer. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le cycle hydrologique diminue, mais c'est parce que, par exemple, les nappes phréatiques peuvent être contaminées par de la pollution, une surexploitation, par l'intrusion d'eau salée liée à l'élévation du niveau de la mer pour les petits États insulaires. Donc l'eau disponible va devenir de plus en plus limitée. Les répercussions, bien entendu, sont à tous les niveaux de la société. Répercussions sur la production agricole, donc sur la sécurité alimentaire. Répercussions sur, quand on parle par exemple d'évacuation, d'assainissement, ce sont des choses qui sont très vulnérables aux événements extrêmes, aux inondations, impact sur la santé, impact sur pratiquement tous les facteurs. Vous vous souvenez peut-être de l'accident nucléaire du Japon, de Fukushima. Cet accident nucléaire a bien mis en évidence le rôle de l'eau à tous les étages de cet accident. Pourquoi la centrale était près de la mer? Parce qu'il y a besoin d'eau pour refroidir. Pourquoi il y a eu cet accident? Parce que l'eau, à travers l'onde de tempête, a affecté les systèmes de refroidissement. Pourquoi ça a été plus important que ça ne l'aurait été il y a 50 ans? C'est aussi parce que le niveau de la mer est plus élevé. Ensuite, ces particules ont été envoyées dans l'atmosphère et ont été lessivées par des précipitations. Donc vous voyez, le cycle hydrologique est présent à toutes les étapes. Et ce que ça montre, c'est qu'on ne peut plus se contenter, comme autrefois, d'approches sectorielles en silo. Monsieur le vice-recteur, vous avez mentionné un des atouts forts de l'Université de Genève, qui est l'aspect pluridisciplinaire. Pour traiter de l'eau, c'est un sujet qui est transversal et on a vraiment besoin de sortir de cette logique de silo, de former des spécialistes très pointus. On en a besoin de ces spécialistes, mais on a aussi besoin de spécialistes de la non-spécialité. On a besoin de gens qui soient capables de gérer tous ces aspects. Et vous avez mentionné que c'est une des priorités de ce nouveau certificat. Et je tiens à vous féliciter pour cette approche. Donc, ce problème exacerbé de l'eau va définir de nouveaux besoins. Un besoin, une exigence de réorienter les politiques, d'engager des investissements là où ces investissements seront nécessaires, pas simplement à court terme, mais aussi à plus long terme. Quand on réfléchit sur les infrastructures dans le domaine de l'eau, ce sont des infrastructures qui souvent ont des durées de vie qui sont très longues. On ne parle pas de durée de vie de l'ordre de quelques semaines, quelques mois. On parle de décennies, dans certains cas. Dans la réunion précédente, on parlait du barrage, de barrages. Ce sont des durées de vie qui peuvent atteindre le siècle, voire plus. Donc, il faut absolument intégrer dans la gestion, la conception, ce facteur du changement climatique. Et là, on a une nouvelle difficulté. La nouvelle difficulté, c'est que traditionnellement, la manière de gérer ces choses-là était de regarder les statistiques et de dire, voilà, on a en moyenne des durées de retour de temps ou de temps. Et le changement climatique fait que le passé n'est plus un indicateur suffisant pour le futur.
Si vous regardez par exemple le cycle hydrologique actuellement, on parlait tout à l'heure du débit du Rhône, le cycle hydrologique actuellement lié aux précipitations, à la fonte des neiges au printemps, etc. Ce cycle hydrologique sera certainement très différent dans 50 ans et encore plus dans 100 ans. Et il sera encore plus important si nous ne faisons rien sur le changement climatique. Donc il faut absolument intégrer dans la gestion de l'eau ce concept d'incertitude, ce concept de probabilité, de scénario. Ce n'est pas une manière traditionnelle de prise de décision, mais c'est quelque chose qui est nouveau et qui est important si on veut pouvoir utiliser de manière optimale cette ressource très, très précieuse qui est l'eau. Mais pour revenir à mon point de départ, pour bien gérer l'eau, il faut bien connaître les éléments du cycle hydrologique. L'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, encourage, et là je tiens à remercier le soutien de la Suisse à travers le DDC en français, je crois l'acronyme en français, à travers le DDC, pour renforcer les systèmes d'observation du cycle hydrologique dans différentes parties de la planète. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que malheureusement, la majorité des pays en développement, les systèmes d'observation hydrologique se sont dégradés depuis 20 ou 30 ans, pour des raisons variées, y compris financières, y compris humaines. Ces réseaux se sont dégradés, au point que je connais plusieurs pays où il n'y a aucun point d'observation du cycle hydrologique actuellement, même pas un pluviomètre. Comment voulez-vous gérer le problème de l'eau si vous n'avez pas d'observation? Donc, nécessité absolue de renforcer ces systèmes d'observation. Nécessité absolue d'échanger ces informations entre les pays. La plupart des bassins versants, en tout cas pour les grandes rivières, sont partagés entre plusieurs pays. Donc, besoin d'une gestion transfrontalière de ces applications. Et malheureusement, cette gestion transfrontalière est compliquée, bien entendu parce que ce sont des pays différents, mais aussi parce que les applications peuvent être très différentes dans les pays en amont et les pays en aval. Les pays en amont, typiquement, peuvent avoir besoin de l'eau pour produire de l'électricité, en aval, typiquement, pour de l'irrigation. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr, en pratique, mais c'est pour montrer que cette gestion transfrontalière et transsectorielle est absolument essentielle. Et ça m'amène à un autre point. L'autre point dans la gestion de l'eau, c'est qu'il faut, et c'est quelque chose que l'Organisation météorologique mondiale encourage, là aussi, avec le soutien de la Suisse, merci aussi, c'est le concept de gestion intégrée. Gestion intégrée de l'eau, pas simplement gérer l'eau pour une application, gestion intégrée de l'eau, gestion intégrée des inondations, gestion intégrée des sécheresses, donc tous les aspects liés à l'eau, de favoriser une gestion intégrée de ces phénomènes. Gestion intégrée dit gestion multidisciplinaire. Gestion multidisciplinaire dit encourager des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble à travailler ensemble. Là aussi, atout de l'Université de Genève. On a besoin maintenant de faire travailler, je vais prendre juste un exemple qui actuellement est particulièrement, est un maillon particulièrement faible, c'est le lien entre les scientifiques qui s'occupent de la physique du climat et le lien avec les économistes. Il y a eu quelques études de fait, c'est un domaine qui reste encore insuffisamment couvert. Donc il faut encourager ces actions transdisciplinaires. Alors, l'éducation, puisqu'on est à l'université, le certificat, il est donc, je crois qu'il est vraiment important, et là je parle aux étudiants, de garder, on n'est plus à l'époque où le système de connaissances était relativement statique. L'eau et le climat, c'est un domaine qui évolue à très grande vitesse. Donc, il ne s'agit pas de former simplement les jeunes, et c'est important, mais il s'agit aussi d'avoir ce système de formation continue. Parce que sur l'ensemble d'une carrière, ce sera plus de 40 ans, j'imagine. Donc, sur l'ensemble d'une carrière, le contexte va changer de manière dramatique. Le contexte hydrologique dans 40 ans, nous serons donc en 2054, très proche des 500 ans. Prenons 2059. Donc, pour célébrer le demi-millénaire de l'Université de Genève, ce ne sera pas du tout le même contexte que celui que nous avons actuellement. Donc, il faudra que les jeunes professionnels
se reforment à intervalles réguliers, de manière continue, lors de leur carrière. Bon, voilà, monsieur le vice-recteur, j'ai parlé sans doute beaucoup trop. J'ai voulu simplement poser quelques questions, peut-être montrer quelques points où peut-être on pourrait essayer de faire porter l'accent. Le problème de la coopération transversale est très, très, très compliqué. Souvent, moi je travaille dans le système intergouvernemental, nos pays membres nous disent vous devriez coopérer, travailler beaucoup plus ensemble. Et je leur dis, bien entendu, et vous avez totalement raison. Et le système international, nous avons essayé de renforcer cette coopération à travers des initiatives telles que ONUO, celle que je préside temporairement, et pour renforcer la coopération entre les divers instituts. Mais ça ne marchera que si la même coopération transversale se produit au niveau régional, au niveau national, voire au niveau plus local. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mon dernier message avant de partir, c'est de dire il n'y aura pas de développement durable sans maîtrise du changement climatique. Il n'y aura pas de développement durable sans maîtrise de la gestion de l'eau. Mais pour bien gérer l'eau, qui est finalement notre patrimoine le plus précieux, nous avons besoin de bonnes informations. Et nous avons besoin d'étudiants et de professionnels bien formés. Merci, monsieur le vice-recteur. Très bien. Merci, monsieur Jarraud, pour votre intervention. J'ai enfin le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Christophe Victor. Monsieur Victor est fondateur et directeur du laboratoire d'études prospectives et d'analyse cartographique. Il a écrit différents ouvrages sur l'analyse des enjeux géopolitiques. Et il est notamment l'auteur des ouvrages et émissions Le dessous des cartes, dans lequel il traite des changements dans le monde en s'appuyant sur un support cartographique. Excusez-moi. Donc merci monsieur Victor pour votre présence. Juste avant de commencer peut-être, je vois beaucoup de gens assis sur les escaliers et beaucoup de places vides au milieu. Donc n'hésitez pas, il y a encore de la place devant, il y a encore de la place derrière si vous voulez vous asseoir. Voilà, merci beaucoup. Vous voulez vérifier si les micros marchent? Bien, bonjour à vous tous. Merci de m'accueillir ici. Je me réjouis de passer 1h30 dans cette université. L'eau est-elle géopolitique? Géopolitique, il y a plusieurs définitions. Celle que je préfère, c'est peut-être l'intelligence des rapports de force. Un État fait la politique de sa géographie. Il y a plusieurs définitions. Mais là, on va estimer que c'est peut-être l'intelligence des rapports de force et certainement l'eau entre en ligne de compte dans les rapports de force. Et c'est ça que je voudrais essayer d'étudier un petit peu pendant l'heure qui m'est impartie. Je travaille dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le LEPAC, que Christian vient d'évoquer, que j'ai fondé il y a 25 ans maintenant, en quittant le ministère français des Affaires étrangères. Il a 3 particularités. La première, c'est d'être une boîte privée qui fonctionne sans subvention, uniquement sur des bases contractuelles. La seconde, ça va vous faire plaisir, il est pluridisciplinaire. Il est transdisciplinaire, puisque nous avons soit à demeure, si je puis dire, soit en chercheur associé, démographe, économiste, historien, cartographe. Moi, je suis un petit peu l'ensemblier, le généraliste, celui qui ne fait rien. Virginie Resson, la directrice qui avait édité il y a 2 ans l'Atlas des futurs du monde, est un senior researcher. La troisième particularité, c'est que nous avons développé une méthode de recherche et de restitution de la recherche, cette recherche que nous finançons nous-mêmes, fondée sur la conviction que le maximum de données doit être rendu public, mais peut-être aussi expliqué, parce que il y a beaucoup de rapports qui sortent, qui sont intéressants, importants, mais parfois difficiles ou, disons, austères à lire.
Et donc nous avons développé un système de graphes et de cartes qui appuie cette restitution. Les cartes sont belles, moi j'aime beaucoup les cartes. Ce sont souvent de bons outils d'aide à la décision, selon les échelles avec lesquelles on les utilise. Et ce sont de bons outils pédagogiques. Et donc je vais vous montrer ce soir une trentaine de graphes et de cartes consacrés à l'eau. J'aurai très peu une perspective européenne, très peu européocentrée, parce qu'on est déjà gâté en Europe, même s'il faut former, bien entendu, des gestionnaires de l'eau, la gouvernance de l'eau. Et nous sommes gâtés à cause de notre niveau économique, et puis nous sommes gâtés parce que nous avons de l'eau. Donc j'aurai une perspective assez large dans l'espace et assez longue dans le temps, puisque j'essaierai de réfléchir à 2015, 2025, 2035, si c'est possible, en voyant les diverses problématiques. J'aurai donc une approche systémique, qui était celle que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire de bien essayer de faire comprendre que tout est lié, tout est relié. Et nous avons effectivement, depuis maintenant une vingtaine d'années, peut-être une trentaine d'années, un cas de figure, malheureusement, qui est archétypal, c'est le changement climatique, le dérèglement climatique, qui touche à absolument tout. Et donc c'est ça que je voudrais essayer de faire apparaître, selon un schéma bien scolaire, pour arriver à bien séquencer la façon dont on peut aborder l'eau de façon à la fois concrète et conceptuelle. Vous savez, quand on fait de la prospective, il y a au moins, d'abord on se trompe toujours, d'accord ? Ceci étant dit, il y a au moins deux domaines qu'il ne faut pas laisser de côté. C'est l'étude des systèmes éducatifs. La Suisse est un des pays au monde qui consacre le plus de part de PIB à l'éducation, 5,1, ce qui est considérable, bravo. Je suis même un peu envieux. Donc l'étude des systèmes éducatifs. La deuxième chose qu'il ne faut jamais laisser de côté, c'est l'étude de la démographie. La démographie, c'est la structure. C'est l'énorme paquebot qui met un temps fou à pouvoir être corrigé, si tant est qu'il soit corrigible. Mais justement, je vous montrerai qu'il est corrigible. Je vous parlerai du paramètre urbain, qui est un des facteurs d'augmentation de la consommation en eau. Après vous avoir très brièvement montré où sont les disponibilités et les ressources et où sont les zones de principale consommation, je prendrai un cas de figure sur la gestion, en allant un petit peu plus en détail, qui est évidemment le cas du Proche-Orient, qui est doublement intéressant, puisqu'on est en zone d'aridité et en zone de conflit. J'aborderai les conséquences du changement climatique sur cette question-là. Et puis j'essaierai de résumer, pour être un petit peu, combatif, positif, les perspectives de solutions. Parce que tout n'est pas fermé, loin de là. Donc c'est un petit peu comme ça que je vais aborder. Alors si on commence par la démographie, je vais vous montrer une anamorphose pour vous décrire l'évolution des proportions de population par continent. L'anamorphose, on bouge, on modifie le territoire de la carte en fonction de la donnée. C'est assez simple, on peut faire bouger la taille des pays en fonction du nombre de baignoires, du nombre de Rolls-Royce, comme on veut. C'est assez amusant. Parfois, c'est non pertinent. En termes de proportion de population, là, c'est relativement pertinent. Et donc là, vous avez les territoires, vous reconnaissez les grands continents, artificiellement isolés en 1950, et vous avez 18% de la population Europe hors Russie, 8% de la population en 1950 est en Afrique, 18% en Inde, 23% en Chine. Aujourd'hui, on est passé de 18 à 8,5% de la population mondiale qui est en Europe. On est passé à 15% sur le continent africain. On est passé de 18 à 23% en Inde
Et la Chine commence son déclin démographique. J'aurai peut-être pas le temps de vous en parler, mais c'est un phénomène très intéressant. Et donc, la population chinoise, en proportion du reste du monde, a beaucoup diminué en proportion par rapport à 1830. Et si maintenant on se projette donc dans 40 ans, même pas, 6%, l'Europe sera 6% de la population mondiale, par rapport à 100 ans plus tôt, 18,5%. D'accord ? L'Afrique est passée à 22%. L'Inde sera le premier pays au monde, hein, en termes numériques, et la Chine aura une importance numérique beaucoup moins importante que, allez, on va dire, en 1950. Bon, voilà pour les évolutions en termes de proportions. L'air de rien, les indications que donne cette anamorphose sont très nombreuses, et pas seulement sur nos systèmes économiques. Maintenant, si on regarde dans le temps, il y a un schéma qui est, j'allais dire, très brutal, mais qui est très intéressant, c'est celui-là. C'est la croissance démographique mondiale sur, allez, on va dire 8000 ans. Donc, 2-3 choses à observer. Grande stabilité de la population mondiale, hein, numériquement parlant. Gros changement au XVIIIe, XIXe siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Vous voyez, allez, on va dire en 1820, 1830, 1840. L'amorce des gestions en hygiène publique, l'urbanisation, les politiques de santé publique, ce qui n'est pas la même chose, les grands vaccins et la révolution industrielle, bien entendu. C'est-à-dire qu'une femme, traditionnellement, a 5 enfants, elle en perd 4. À partir du XIXe siècle, elle a toujours 5 enfants, mais elle en garde 4. Et c'est ça qui va entraîner cette courbe en asymptote que nous avons vécue au XXe siècle. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que là, nous sommes ici, au début du XXIe siècle, et le XXIe siècle ne ressemblera pas du tout au XXe siècle en termes de progression de la population mondiale. Il faut sortir de cette espèce de fantasme négatif sur la population mondiale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on atteint ce qu'on appelle la transition démographique. Transition démographique, pour faire simple, d'un élément qui est compliqué, c'est le point d'équilibre instable entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Le bon indice de fécondité, bon parce que la charge économique n'est pas trop forte, et en même temps, ça permet le renouvellement des générations, c'est 2,1. C'est 2 enfants, en moyenne par femme pour le renouvellement des générations. Quand on est très loin au-dessus, comme au Pakistan ou au Nigeria, autour de 4, 4,2, difficile à gérer. Ressources alimentaires, ressources agricoles, ressources en eau, etc. Quand on est en dessous de 2,1, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. Et aujourd'hui, la plupart des États du monde sont entrés dans la transition démographique. Soit ils l'ont terminée, comme l'Europe, comme les États-Unis, l'Afrique nord-saharienne, Maghreb, Machrek. Il y a une région du monde où ce n'est pas terminé, mais où c'est commencé, c'est l'Afrique subsaharienne. Vous avez des cas particuliers, comme l'Égypte, qui est encore à 3,9, le Pakistan, qui est à 3,8. Mais cette transition démographique fait qu'au fond, effectivement, on va vers 2040, 2050, vers 9 milliards d'habitants. 10 milliards d'habitants peut-être à la fin du siècle. Il y a même des schémas des Nations Unies qui envisagent un retour à 6,5 milliards. Donc le principal problème, ce n'est pas la population mondiale, et j'essaierai de rapprocher, si vous voulez, cette assertion de ma part, des systèmes économiques. Des systèmes économiques. Donc voilà, pour parler un petit peu de démographie, maintenant sur l'eau. Quel constat peut-on faire ? On est sur un monde salé. Hein. Le monde, notre planète, c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau salée, c'est de l'océan. Et on a seulement 2,5% d'eau douce. Et ces 2,5, ça se répartit comment ? Vous avez 69% de glaciers,
hein, et couverture neigeuse. Et vous avez 40% les nappes, les eaux souterraines, et 0,03% les lacs et les réservoirs. Donc, même schéma, mais plus précis, 69% de l'eau douce est dans les glaciers et dans les calottes polaires, Arctique, Antarctique, Islande, Spitzberg. L'essentiel de l'eau est là. Les lacs, les cours d'eau, et un point qu'on n'envisage pas suffisamment, qui est le pergélisol. Le pergélisol, c'est ce que les Anglais appellent le permafrost, et qui est une terre souterraine, zone humide, gelée en permanence. Et l'une des premières conséquences du changement climatique, c'est la fonte partielle de ces pergélisols, et on l'observe notamment en Sibérie. Ce qui pose un double problème. Par exemple, ça déstabilise les voies ferrées. Et le deuxième problème, c'est que ça dégage du méthane. Et donc, on est sur un cercle particulièrement vicieux. Alors, si on prend maintenant des schémas plus jolis, donc si je résume, 2%, 0,5%, et puis les calottes, très important. Sur le cycle hydrologique que monsieur vient d'évoquer, que je rappelle avec ce schéma, on est sur un cercle avec deux observations. Avec le réchauffement climatique, on aura plus d'évaporation. Donc à la fois, on aura plus d'eau, plus de précipitations, pas forcément au même endroit et pas forcément au bon moment. Et deuxièmement, on est sur une ressource renouvelable. Alors c'est très curieux, parce que j'ai fait un cours il n'y a pas longtemps à une fédération agroalimentaire et de producteurs français, le groupe Coréa. Et les agriculteurs disaient, mais après tout, c'est une ressource renouvelable. Virgule, arrêtez de nous emmerder. Sans comprendre que, oui, dans les faits et dans les mécanismes physiques, mais non, parce qu'il y a le problème de l'accès, de l'assainissement et de la gestion. Ce qui est d'autant plus, étonnant, c'est l'absence de conscience que 70% de l'usage de l'eau douce va à l'agriculture à l'échelle mondiale. Hein, ce n'est pas vrai dans tous les pays. Mais en gros, je vais vous montrer un schéma, la répartition entre agriculture et industrie domestique. 70% est utilisé par l'agriculture et non réutilisable, oui, mais réutilisé. Alors, le troisième schéma que je voulais vous montrer, c'est où est l'eau. Où est l'eau? On a un monde divisé en deux, là aussi, quasiment au niveau de l'équateur, pas tout à fait. C'est-à-dire que la ressource, elle est là, hein, vous voyez, à peu près ici, essentiellement, hein, en majorité. Et dans cette anamorphose, on voit que l'Afrique est relativement mal dotée. Et puis, vous avez l'Asie dans sa partie Asie du Sud-Est. Hein, sa partie Asie du Sud-Est. Pas du tout sa partie chinoise, pas du tout la partie sous-continent indien, et pas du tout, ou en tout cas inégalement, la partie australienne, Papouasie. En revanche, si vous reprenez la même anamorphose, mais que vous regardez où est la consommation, on a une inversion. On a une inversion très intéressante. Là, si vous voulez, la finesse de l'approche n'est pas maximale, mais c'est assez intéressant. L'essentiel de la consommation, elle est aux États-Unis, alors qu'il y a pas mal de problèmes de gestion de l'eau aux États-Unis par rapport à la ressource disponible. Elle est en Inde, un grand pays agricole. Et donc, vous n'avez pas d'équilibre, évidemment, entre là où se trouve la ressource et là où se trouve la consommation. Donc, je vous le disais, 70% de l'utilisation, c'est pour l'agriculture, environ 20% pour l'industrie, environ 10% pour
le domestique. Mais le domestique, il est appelé à augmenter car le domestique est lié aussi à l'urbanisation. Et plus le monde est urbain, plus le monde consomme de l'eau. Or, vous savez, je crois que j'ai quelques chiffres après. Aujourd'hui, vous avez la moitié de la population, plus que ça, on est à 56% de la population qui vit en ville. On passe à 60% dans 5 ans. Regardez la proportion, l'augmentation. Vous aviez même pas 1 milliard d'habitants en 1950 qui vivaient en ville. Là, on est à 3,5 milliards. Et pour votre information, sur les 3,5 milliards de personnes qui vivent en ville, c'est-à-dire la moitié de la population mondiale, vous avez 1,5 milliard qui vit en bidonville. Ce qui, là aussi, pose des problèmes de gestion, des flux et des problèmes sanitaires extrêmement importants. L'une des difficultés que n'a pas résolu les objectifs du millénaire pour le développement, qui vient à son bilan en mars 2015, et lancé, à mon avis, assez intelligemment en 2000, donc sur 15 ans, l'un des programmes qui n'a pas été completed, qui a été achevé, c'est la suppression à 50% des bidonvilles. Il y a d'autres des éléments parmi les 8 OMD qui ont été assez couronnés de succès. Ce n'est pas le sujet de l'exposé de ce soir. Mais vous avez donc 1,5 milliard de personnes qui vivent en bidonville. Alors qu'est-ce qu'on a comme projection? L'évolution de la consommation en eau selon les usages. Là, on est sur un peu plus d'un siècle. Vous voyez, 1900, 2025. Et donc, vous voyez, ça, c'est le total. D'accord? 2025, là, on est là. L'agriculture, grosse augmentation. L'industrie, faible augmentation. Le domestique, faible augmentation. Cette faible augmentation du domestique, je me répète, est appelée à augmenter avec la poursuite de l'urbanisation. Bon, si je continue à vous montrer les schémas, sur l'urbanisation, on s'est amusé à faire ce qu'on nous avons appelé un IDU, à partir du programme de recherche Les Futurs du Monde, et en prenant en compte un certain nombre de paramètres pour arriver à évaluer la qualité de gestion de la ville. Alors évidemment, les villes du Nord, les villes de l'OCDE, sont beaucoup plus gâtées que les villes du Sud. Si on prend le paramètre de la production, c'est-à-dire création de richesse, la production intérieure brute, production urbaine brute, puisqu'on le calcule comme ça maintenant, les infrastructures, la gestion des déchets, flux entrants, flux sortants, la santé publique, l'éducation. Et donc on arrive à noter comme ça les villes, et cela permet d'avoir un tableau, une sorte de curseur pour voir l'évolution de ces villes à l'échelle internationale. Alors maintenant, l'accès. Quand on aborde les questions liées à l'eau, il y a la disponibilité de la ressource, il y a l'accès, il y a l'assainissement, il y a la pollution. C'est ce qui était dit tout à l'heure. Le fait qu'il y ait de l'eau présente, disponible, ne veut pas dire qu'on accède à l'eau. Le fait qu'il y ait de l'eau présente, disponible, ne veut pas dire qu'on accède à l'eau propre. Et donc, il y a plusieurs échelles, si vous voulez, dans la gestion. Et ça, c'est une chose, j'imagine, que vous allez étudier, et tant mieux. Et tant mieux. J'ai été récemment faire des cours au Yémen. Le Yémen est un des pays en zone de pénurie. Ils sont à peu près à 160 mètres cubes par habitant. Le minimum, c'est 2005, 3000, c'est 3000, je crois, à peu près. Et donc là, on est entre 160 et 170. Donc c'est très, très peu. C'est très, très peu. Et donc à Sanaa, qui est une ville absolument extraordinaire, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment une ville extrêmement belle. L'eau, dans beaucoup de quartiers, est distribuée dans des bidons qui sont sur des petits chariots derrière un âne. Vous voyez, la distribution de l'eau, c'est ça. Or, au Yémen,
vous avez quasiment 55% de la ressource qui va au khat. Le khat, c'est une plante hallucinogène que tous les Yéménites commencent à bouffer à partir de 11h, 11h30 le matin. Ils sont complètement bourrés à partir de 14h30, bourrés. J'ai essayé, c'est assez bon. C'est assez bon, mais il faut en manger beaucoup, parce qu'au début, c'est un peu amer. Mais le problème, c'est qu'on ne peut plus travailler à partir de 15h, on va dire. Et donc, il y a une double déperdition. La déperdition de la productivité du travail, pour la demi-journée qui reste, et une déperdition en eau absolument considérable. C'est-à-dire toute l'eau qui est utilisée pour faire pousser le khat est une eau qui est perdue et qui n'est pas utilisée pour de l'agriculture en zone très pauvre en ressources d'eau. Mais quand on tient un raisonnement comme ça, à un ministre du Yémen, il vous dit ben, vous êtes bien gentil, mais c'est le prix de la stabilité sociale. Et donc c'est très compliqué. Très compliqué. Et donc, le problème de la ressource, le problème de l'accès, le problème du traitement sont des problèmes finalement parallèles et diversifiés, différents les uns des autres. Et sur ce schéma, vous avez, il y a quelques années, le non-accès à l'eau courante, pas en pourcentage, par rapport à la totalité de la population du pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quelques années, vous aviez non-accès à l'eau courante pour plus de 60 millions de Nigérians. Éthiopie, 50 millions. En Chine, vous aviez 10% de la population. Et donc, la Chine va beaucoup plus vite dans la progression de rendre l'eau accessible, finalement, à la totalité de la population. En Inde, on est à 150 millions. Maintenant, quelle perspective attend pour les pénuries? Vous savez, vous avez trois classements. La quantité nécessaire, c'est autour de 3000 m3, à peu près, moyenne, 2005, je crois. La France dispose en moyenne de 4500 m3, ce qui est très bien. La Russie, 40 000 m3. Moyen par habitant. Le Brésil, 60 000 m3. Donc ce sont des pays très gâtés. Le Japon est très gâté en eau. L'Islande est à 500 000 m3. Mais vous avez l'Algérie qui est autour de 900 000 m3. Le Yémen, 160 m3. Donc vous avez toute une zone de stress hydrique. Je vais vous en montrer la carte qui permet de localiser le problème de la ressource. Et donc, la pénurie, c'est donc en dessous de 1000 m3. Le stress hydrique, c'est en dessous de 1500 et la pénurie, c'est en dessous de 900 m3. Et donc, quand on parle de pénurie, il y a un problème. C'est le cas notamment en Algérie, par exemple. Et alors, quand on regarde l'aggravation de la pénurie dans les décennies qui viennent, on voit très bien, en Asie du Sud, le stress hydrique qui a tendance à augmenter, alors que l'augmentation de la population n'est pas du tout équivalente à l'augmentation de ce stress hydrique. Quand vous regardez l'Afrique subsaharienne, l'augmentation est importante. En revanche, elle est très faible dans les pays de l'Asie de l'Est et du Pacifique et très faible en Amérique latine. Regardez cette carte des déficits en eau. On peut rester un petit moment devant parce qu'elle est assez intéressante. Alors on a pris une colorimétrie qui va du déficit chronique au déficit durable, au déficit économique et à l'absence de déficit. Et donc on retrouve ce que je vous disais, c'est-à-dire des pays très gâtés, la totalité de l'Amérique latine, le nord du continent nord-américain, mais regardez l'ouest des États-Unis, qui est particulièrement menacé d'un déficit chronique. Et plus le dérèglement climatique se confirmera, plus l'ouest des États-Unis sera menacé. On pourrait parler très longuement de la gestion
du Nevada ou du fleuve Colorado. Donc l'essentiel de l'eau, enfin la ponction en tout cas extrêmement importante, va et conduite vers San Francisco, Los Angeles, mais dans une ville construite dans le désert, très consommatrice en eau, c'est Las Vegas. Et donc il y a un vrai problème de la gestion de ces fleuves ouest américains, qui sont ponctionnés beaucoup plus que la ressource n'est renouvelée. Alors, regardez en Europe, où on est plutôt gâté, vous avez l'est de l'Espagne. L'est de l'Espagne est menacé de déficit soit durable, soit économique. Bon, vous avez toute la bande nord-africaine, bien entendu, toute la péninsule arabique, bien entendu, une partie importante de l'Asie centrale, en déficit chronique, mais également en déficit durable. Et puis, vous avez le gros problème de l'eau en Chine. Alors, je voudrais vous dire deux mots de la gestion de l'eau en Chine.